Bonjour à tous. Nous allons avoir aujourd'hui l'éloge par Claude Abou de Bernard Lobel. Je voulais vous présenter les excuses de notre président Henri Coudane, qui est au fond de son lit, que je remplace donc. En cette absence, notre passe-président Xavier Martin étant obligé de repartir en cours de séance. Je passe la parole à Hubert, notre secrétaire, pour les nouvelles mesures. Pendant que Claude Abou s'installe, venez. Juste deux informations. Vous dire que l'Académie de chirurgie tiendra une session le 26 février prochain consacrée à la crise de l'hôpital. Et vous dire que nous avons fait l'acquisition d'un présentoir. Vous savez que l'Académie reçoit régulièrement des journaux de chirurgie maxillofaciale, d'orthopédie, de viscérale, etc. Et donc maintenant tout ça est mis en ordre et vous pouvez consulter tous ces journaux à l'étage. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Donc, je suis très fier d'avoir été invité par l'Académie de présenter l'éloge de mon ami Bernard. Vous voyez sur cette photo quelque chose qui peut ressembler un petit peu à Bernard. D'abord, en haut, la transcendance, c'est un garçon qui pensait toujours d'où je viens, où je suis et où je vais. Donc il était en permanence dans cette réflexion-là, lié à différentes instances religieuses, philosophiques, des sages, comme il disait. D'autre part, vous voyez un petit peu son bras droit soulevé, comme vous avez dû constater ici, il était en permanence en train de poser des questions et il le faisait tout le temps, partout. Et il faisait souvent des commentaires extrêmement intéressants. Je pense que ça plaisait à son entourage et il aimait faire des discours également que tout le monde appréciait. Avec son bras gauche, vous voyez, il était tendu parce qu'il aimait toucher l'épaule des gens qui étaient autour de lui. Le sens tactile qu'il avait était important pour lui. Il était petit, mais comme vous voyez sur la photo, il avait un grand cœur. Je pense que tout le monde a pu apprécier son ouverture au niveau des relations, de l'amitié, etc. qu'il pouvait avoir. Et puis enfin, vous voyez ses pieds qui sont dirigés dans deux directions différentes. Il était capable d'aller n'importe où, au bout du monde, pour rencontrer ses amis et pour développer ses relations avec eux et être fier d'être avec eux. Et bien, vous le voyez ici, en train de marcher dans la dune, dans le sable, pour aller je ne sais où exactement. Bernard était ami avec beaucoup de gens et quand j'ai appelé ses amis pour leur dire que voilà ce qui était arrivé, c'était toujours je parlais toujours du meilleur ami. Chaque ami de Bernard avait Bernard comme meilleur ami. C'est très curieux, mais on me disait toujours c'est mon meilleur ami et c'est terrible pour moi. Voilà des amis qui étaient autour de lui. On reconnaissait certains d'entre eux où on était ensemble à l'étranger. Alors, qui était Bernard ? Bernard est né en 1940 et au moment de cette période difficile, afin d'éviter la déportation, cette déportation dans les camps d'extermination nazis, il avait l'âge de 2 ans. Ses parents l'ont placé dans une famille qui vivait dans le Perche. Et les risques étaient naturellement considérables, comme vous le savez. Il a gardé un lien très étroit avec cette famille qu'il a rencontrée à plusieurs reprises jusqu'à la période actuelle. Et cette famille a reçu le titre de juste. Bernard a retrouvé sa famille à l'âge de 5 ans. Et vous pouvez imaginer que cette absence de 2 ans et demi sans aucun contact, il reconnaissait à peine sa famille quand il a retrouvé. Cette blessure qu'il a eue l'a marqué toute sa vie. C'est la raison pour laquelle il a pris sa revanche dans le travail, la culture et toute l'empathie que vous avez pu constater régulièrement autour de vous. Son enfance était à Rouen. Il a suivi les traces de son père médecin. Il a choisi l'urologie. Son internat s'est effectué à Necker et à Trousseau. Il a été nommé PUPH à Rennes. Il a été nommé chef de service dans un service qui marchait vraiment très mal et avec des objectifs très précis, il a pu transformer complètement ce service. Pendant toute sa vie, sa soif d'être, la chaleur de ses propos, sa gentillesse constante que vous avez constaté, jamais de mal de qui que ce soit, son intelligence, ses qualités de communicant, son investissement personnel lui ont permis de créer toutes sortes de liens que vous avez connus. Et puis il a eu la Légion d'honneur.
Et beaucoup d'entre vous ont la Légion d'honneur certainement, et moi je lui disais mais pourquoi tu la portes, tu l'as, bon c'est bien, mais souvent on ne la porte pas. Mais il dit j'ai failli porter l'étoile jaune et je suis fier de porter la Légion d'honneur. Voilà. Dans son service, il a fait plus de 400 publications, il a nommé 3 PU, et il s'est intéressé particulièrement au traumatisme de l'appareil urinaire, où il a eu pas mal de communications, publications, la néphrectomie partielle du cancer du rein, également à une époque où on commençait à peine à la faire. Et puis il a créé le sécos, il a développé l'infertilité masculine en créant le sécos de Rennes, et l'infection urinaire, où il y a eu pas mal d'actions au niveau français avec le comité d'infectiologie de l'Association française d'urologie et le guidelines office européenne dont je parlais tout à l'heure. Il a créé le comité d'éthique de Rennes et s'est intéressé à la circoncision. Donc c'est un sujet assez brûlant où il y a pas mal de polémiques au niveau national et international. Il a essayé de défendre, mais également de défendre des conditions, c'est-à-dire que ça ne se fasse plus dans n'importe quelle condition. Et jusqu'à la dernière minute, il s'est battu pour essayer de créer une réflexion sur le sujet. Il a plaidé cette cause au niveau de l'Assemblée européenne. Au niveau international, il a eu avec beaucoup d'intérêt des relations avec beaucoup de pays, où il a eu pas mal d'étrangers qui sont venus, avec lesquels il a développé des relations. En Allemagne, par exemple, où il est membre honoraire de la Société allemande d'urologie. Au Pérou, où il est professeur honoris causa, où il a eu beaucoup de Péruviens qui sont venus dans le service. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de Péruviens à Lima qui parlent le français couramment, même parce qu'ils ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans dans le service d'urologie. Costa Rica, où il a des relations intéressantes également. Au Maroc, où il est invité régulièrement. Au Roumanie, il est professeur honoris causa. Et il a maintenu ses relations avec ces pays-là, mais d'être également tout au long de sa carrière. Il a vraiment profité de la présence des étrangers dans son service pour rester en relation avec eux. Alors notre amitié avec Bernard a été très profonde. Au départ, c'était vraiment de circonstances. Et puis, ayant travaillé longtemps ensemble, c'est devenu une véritable amitié. Alors, pourquoi on a travaillé ensemble? D'abord, au niveau de l'AFU, l'Association française d'urologie, qui était un petit peu en panne en matière de réflexion sur l'oncologie-urologie. On a proposé de rénover cette structure en créant les recommandations. C'était un mot à l'époque, ça fait une vingtaine d'années, c'était un mot à l'époque qui était un petit peu nouveau et on avait du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Et finalement, après pas mal de discussions, ça a été accepté et même encouragé par le conseil d'administration. On a organisé une structure avec plus de 100 urologues qui venaient régulièrement à nos sessions mensuelles pour travailler sur des thèmes très précis, selon des axes précis, par exemple cancer localisé de prostate, cancer avancé, cancer localisé du rein, etc. Et tout ça pour aboutir à des recommandations. Donc c'était une structure active scientifiquement et qui devait réviser ces recommandations annuellement. Et tout ça était publié à l'issue d'un séminaire annuel d'une semaine, au cours de laquelle semaine on travaillait 8 heures par jour pour aboutir aux documents qui devaient être diffusés ensuite au niveau de l'association. Le comité de cancérologie a été pérennisé ensuite et on a redonné le bébé au professeur Christian Coulange de Marseille qui a continué dans la même voie. Seulement, on a acquis tellement d'expérience dans ce domaine pendant les 6 années de travail qu'on a fait ensemble qu'on a voulu aller, on n'a pas voulu nous arrêter, on a voulu aller au niveau européen. Là aussi, c'était un peu compliqué parce qu'on nous a dit, oui, les recommandations, c'est un truc compliqué. Si jamais les gens ne les suivent pas, d'abord, c'est incertain au niveau des résultats. Et puis, si on ne les suit pas, on risque au niveau judiciaire. Alors, ça va être difficile à mettre en route. On a dit, on a l'expérience, on va essayer. On a eu le soutien financier qu'il fallait. L'association européenne a fini par accepter. La première séance a été houleuse, exactement dans le sens que je vous disais, c'est-à-dire que faire des recommandations comme ça, ça peut être très dangereux, donc il faut faire attention, etc. On a compris le message. Donc finalement, nous l'avons fait au niveau européen. On a fait ça pendant 8 ans. On a créé ce qu'on appelle Guidelines. Et comme par hasard, ces guidelines ont eu tellement de succès que le journal européen d'urologie vit un petit peu là-dessus et son impact factor a flambé à 17 parce qu'il n'y a pas de publication aujourd'hui sans notifier la recommandation qui est liée au travail qui a été fait. Donc ces guidelines
ont servi à faire progresser, flamber l'impact factor du journal de l'urologie, qui est le numéro 1 mondial maintenant en urologie. Alors, Bernard, finalement, a pris sa retraite à Rennes. Il a laissé un service très bien organisé, très bien structuré, qui a continué sur sa lancée. Son équipe est mondialement connue. Je peux vous dire que le chef de service, tout comme ses assistants, sont dans les podiums internationaux avec des présentations magnifiques. Les liens scientifiques qui ont été tissés ont continué à se développer. La chirurgie moderne s'est implantée, la robotique, le laser, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme développement de la chirurgie urologique, en dehors de tous les contextes oncologiques et autres. Bien sûr, la multidisciplinarité, en particulier en oncologie et puis dans d'autres domaines, s'est développée et d'une façon tout à fait intéressante. Alors quand il est venu à Paris, comme vous avez pu le constater, il est venu régulièrement à l'Académie de chirurgie, il a essayé de m'entraîner, j'ai eu un petit peu de mal, mais maintenant je serai présent. Il est un spécialiste d'art contemporain, je peux vous dire que sa culture est intense, elle est amplifiée encore plus par son épouse Evelyne. Il adore la musique, il est ami d'un chef d'orchestre finlandais qui est célèbre, qui s'appelle Arto, et il le suit régulièrement un peu partout, dans le monde même. Il a des missions multiples au niveau de l'éthique et il est en relation avec des structures religieuses, quelle que soit la religion, pour essayer de développer cette idée de transcendance dont j'ai parlé tout à l'heure, d'union des philosophies religieuses, comme vous le savez. Bien sûr, avec son épouse, il formait un couple formidable. De temps en temps, ils se disputaient un petit peu, mais c'était pas grave. Elle lui faisait des reproches, il lui faisait des reproches, mais son épouse était un petit peu la reine, comme vous voyez ici sur cette image de Basquiat. Et les voilà ensemble. Alors, il a organisé finalement le 10 novembre l'anniversaire d'Evelyne. Toute la famille était là. Il a pris un grand plaisir au cours de cet anniversaire. Il n'a pas dit un mot. Quelqu'un qui parlait tout le temps, qui faisait des discours tout le temps. Et là, il a contemplé un spectacle, qui est le spectacle formidable de sa famille, musicien, orateur, vraiment extraordinaire. Et on s'est revus. Il m'a dit au revoir. Il nous a quittés le 17 novembre. Son père est décédé le 11 novembre. Même âge. Une vie de souffrance et de bonheur est au rendez-vous. Nous sommes fiers de toi. Nous t'aimerons tout le temps. Merci beaucoup Claude de ce très bel hommage. Nous allons nous donner quelques minutes pour saluer Evelyne et la famille et les amis qui sont là et reprendre la réunion dans un quart d'heure.